10 années. 10 années à être femme au foyer à temps plein dans cette maison que j'avais achetée moi-même du vivant de mon mari. Et aujourd'hui, je n'ai plus qu'un coin de lit et une allocation de 500 $ par mois, qu'on me donne comme si je devais tendre la main. Chaque fois que j'osais demander « Andrew, maman aurait besoin d'un peu d'argent pour acheter de quoi manger et les médicaments pour la vieille dame », je parle de la mère de Melissa, la belle-mère d'Andrew, alitée depuis des mois dans la chambre du rez-de-chaussée. Et lui, sans lever les yeux de son téléphone, « Une autre fois, maman, je suis très occupée. » Occupée? Trop occupée pour envoyer quelques centaines de dollars à sa propre mère, alors que je passe mes journées à laver, préparer les repas, donner la soupe, changer les couches de sa belle grand-mère? Cette maison, c'était la mienne. J'avais mis le titre au nom d'Andrew, par confiance, en pensant que ce serait plus simple une fois à la retraite. Mais aujourd'hui, je ne suis plus rien ici, juste la servante. Melissa, elle, dort jusqu'à midi, poste ses photos sur Instagram. Et moi, je suis debout à l'aube pour préparer l'eau chaude au gingembre pour sa mère, je la nettoie, la masse, la nourris à la cuillère, comme si c'était à moi de porter ce fardeau. J'ai gardé le silence, pendant 10 ans, jusqu'au jour où j'ai fait quelque chose qui a forcé Andrew à s'agenouiller et me supplier de le pardonner. Abonnez-vous à She Stories Margaret pour découvrir la suite. Quand une mère refuse enfin de vivre comme la servante invisible. Merci de suivre cette chaîne. Et si vous souhaitez entendre ce qui s'est passé lors de ce fameux dîner d'anniversaire, quand ma propre fille m'a coupé le souffle devant tous les invités, écrivez le chiffre 2 en commentaire. Je vous dirai tout, sans rien cacher. Un soir, en fin d'après-midi, je marchais doucement avec la petite Ellie en direction de l'épicerie au coin de la rue. Elle s'est arrêtée devant la vitrine des confiseries. Ses yeux brillaient en regardant les sachets colorés, soigneusement alignés derrière la vitre. « Mamie, est-ce que je peux avoir un paquet de bonbons à la fraise? Juste un petit, s'il te plaît. » J'ai fouillé dans mon porte-monnaie. Il me restait à peine 20 $, ce que j'avais mis de côté pour acheter du riz et du lait pour la semaine à venir. J'ai sorti mon téléphone et écrit à mon fils « Andrew, maman aurait besoin d'un peu d'argent pour ce mois. Ellie voudrait un petit paquet de bonbons, mais je n'ai plus rien. Comme d'habitude, juste 500 $, s'il te plaît. » Pas de réponse. Quelques minutes plus tard, j'ai insisté. « J'en ai vraiment besoin, s'il te plaît. » Le téléphone a vibré. Un message vocal. La voix d'Andrew, sèche, tranchante. « J'ai compris. Arrête de me déranger. Je suis occupée. Je verrai ça plus tard. » J'ai éteint l'écran, rangé le téléphone au fond de mon sac, pris une grande inspiration. Puis, je me suis penchée vers Ellie. « Je suis désolée, ma chérie. Aujourd'hui, pas de bonbons, mais je vais te préparer ta soupe sucrée préférée, d'accord? » Elle a hésité un instant, puis a doucement hoché la tête. Ce petit geste m'a brisé le cœur. Elle était déjà habituée à ce qu'on lui dise non. Et dans ce silence, une question m'a traversé l'âme. Comment en suis-je arrivée là? Moi qui avais bâti cette famille de mes mains, pourquoi devais-je désormais mendier pour quelques billets? Pourquoi dois-je m'occuper jour et nuit de la belle-mère de mon fils et me faire traiter comme si je n'étais qu'une intruse? Ce soir-là, Ellie a fait une forte poussée de fièvre. Son petit corps brûlait. Ses yeux étaient troubles, ses lèvres desséchées. Je lui ai mis des serviettes humides, mais la fièvre ne tombait pas. Quand elle a commencé à convulser légèrement, j'ai paniqué. J'ai appelé un taxi en urgence et l'ai emmenée à l'hôpital le plus proche. Aux urgences, l'infirmière m'a dit qu'il fallait l'hospitaliser immédiatement, avec perfusion et examen. J'ai hoché la tête, sans hésiter, jusqu'à ce qu'elle ajoute, à voix basse, « Il faut une avance de 2000 $ pour ouvrir le dossier. » Je me suis figée. Dans mon sac, il n'y avait même pas 100. Mes mains tremblaient. J'ai attrapé le téléphone, appelé Andrew. « Mon fils, Ellie est très malade. Le médecin dit qu'il faut l'hospitaliser tout de suite, mais je n'ai pas assez. Peux-tu m'envoyer l'argent, je t'en prie? » De l'autre côté, une voix excédée. « Je suis occupée. Tu peux pas attendre un peu. Arrête de tout dramatiser. » Puis il a raccroché. J'ai essayé d'appeler Melissa. Pas de réponse. J'ai recommencé. Toujours rien. Quelques minutes plus tard, je suis tombée sur une de ses stories. Elle était au spa. Avec en légende « Se prioriser, c'est essentiel, ta me time. » Je suis restée là, figée, devant le comptoir des admissions, les yeux brûlants, la gorge nouée. Derrière moi, Ellie était toujours allongée sur le lit, haletante, le souffle court.
Je serrais mon téléphone à m'en faire blanchir les phalanges. Puis j'ai composé un autre numéro, celui d'une amie que j'avais beaucoup aidée des années auparavant. Elle a décroché et n'a posé qu'une seule question. « Où dois-je faire le virement, Margaret ?» Je me suis effondrée en larmes, pas parce que j'étais soulagée, mais parce que, au moment où tout s'écroulait, celle qui m'a tendu la main n'était même pas de ma famille. Comment ai-je pu en arriver là? J'avais autrefois une vie remplie de sens. Je donnais cours dans l'une des universités les plus réputées de la région. J'étais enseignante titulaire, j'avais publié dans des revues scientifiques internationales, j'étais respectée par mes étudiants, estimée par mes collègues. Je donnais des conférences sur l'éthique, la dignité et le sens du devoir dans les relations humaines. J'aimais mon métier. J'aimais me lever tôt pour lire, préparer mes cours, débattre avec mes étudiants. Pour moi, le mot maison, ce n'était pas les murs d'une villa, c'était la bibliothèque, la salle de classe, là où je me sentais à ma place. Mais tout a basculé après le mariage d'Andrew avec Melissa. Melissa avait l'art de parler. Charmeuse en société, élégante dans les mots, mais en privé, elle ne ratait jamais une occasion de me rabaisser. Une vieille donneuse de leçons, incapable de faire quoi que ce soit de concret. 2 mois après leur mariage, sa mère, Suzanne, a fait un accident vasculaire cérébral. Elle est restée paralysée, dépendante, clouée au lit. Et là, Andrew est venu me voir. Ses yeux étaient humides, il avait l'air sincère. Il m'a dit « Maman, je n'ai personne d'autre. Melissa est débordée avec Ellie. On peine à joindre les deux bouts. Et je ne peux pas faire confiance à une aide-soignante qu'on ne connaît pas. Juste un temps, maman. Aide-nous quelques mois. Après, quand ça ira mieux, je te promets qu'on s'occupera de toi. Tu peux mettre ta carrière en pause un petit moment, non? Ce n'est pas grand-chose. » Et moi, comme une idiote, j'ai dit oui, parce que c'était mon fils, parce que je croyais encore qu'il comprenait ce que signifie aimer. Je croyais que je faisais tout cela pour ma famille, pour cet enfant que j'avais porté dans mes bras, bercé des nuits entières, élevé avec tout l'amour du monde. Je pensais qu'un petit sacrifice, un temps, suffirait à faire tenir l'édifice, que tout s'arrangerait. J'ai remis ma lettre de congé à l'université et je me suis installée chez Andrew et Melissa pour m'occuper de la mère de Melissa, une femme à qui je n'étais liée ni par le sang, ni par le cœur. Moi, ancienne professeure d'université, au salaire stable, au statut respecté, je suis devenue, du jour au lendemain, une aide-soignante non rémunérée. Je passais mes journées à changer les draps, laver un corps devenu inerte, donner des médicaments, masser des jambes, sans vie. Chaque matin, réveil à 5 heures. Préparer des bouillies nutritives, nettoyer la maison, surveiller les médicaments, s'occuper de tous les détails que personne ne voyait. Personne ne demandait si j'allais bien. Personne ne voyait ce que je faisais. Personne ne me disait merci. Mon fils, celui-là même qui m'avait promis que ce serait temporaire, en était venu à repousser les virements mensuels, à m'élever la voix pour des broutilles, comme si j'étais devenue une charge inutile. Et un jour, pour une simple demande de bonbons pour ma petite fille, j'ai dû envoyer 2 messages, supplier qu'il m'envoie les $500 habituels. Moi, qui avais soutenu des thèses, rédigé des articles scientifiques, je me retrouvais à mendier de l'argent auprès de mon propre fils, comme une présence invisible, tolérée, mais jamais écoutée. Ce jour-là, en sortant de l'hôpital, après avoir emprunté de l'argent à une amie pour acheter les médicaments de la mère de Melissa, je me suis assise dans un coin du parking, le téléphone encore à la main. Andrew venait de raccrocher après m'avoir crié « Je t'ai dit que j'étais occupée, arrête de me déranger !» J'ai levé les yeux vers le ciel gris et je me suis posé cette question. Comment ai-je pu passer de femme respectée par des centaines d'étudiants à cette personne dont personne ne se soucie, que personne n'écoute et que tout le monde oublie? Ce soir-là, rentrée chez moi, j'ai pris une décision. Je ne supplierai plus jamais. Le lendemain, j'ai poussé la porte d'un centre d'aide aux femmes âgées de la ville. Personne ne m'a demandé de diplôme, personne ne m'a interrogé sur mon passé, on m'a juste posé une question. « Est-ce que vous êtes prête à recommencer ?» Et moi, la gorge serrée, j'ai répondu « Je ne sais pas, mais je ne peux plus continuer comme ça. » 1 mois plus tard, j'ai été acceptée comme conseillère dans un centre d'éducation pour adultes. Ce n'était pas une grande université, mais chaque fois que je partageais un savoir,
que je voyais les yeux d'une femme de 65 ans s'illuminer parce qu'elle venait de comprendre un outil numérique, je me sentais revivre. Je suis rentrée chez moi à pied, sous le ciel du soir, éreintée, mais le cœur étrangement léger. Parce que pour une fois, chaque centime que je dépensais venait de moi, et non d'un virement aléatoire, donné de haut, par l'enfant que j'avais mis au monde. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai pu acheter un gâteau à ma petite fille sans devoir attendre que quelqu'un ait le temps de me faire un virement. Et Andrew, lui, quand il est rentré à la maison et qu'il a trouvé le frigo vide, la vaisselle sale, le linge en montagne, que sa belle-mère, Madame Suzanne, appelait désespérément depuis le lit sans que personne ne vienne l'aider à aller aux toilettes, il s'est mis à paniquer. Alors, comme toujours, quand il a besoin de moi, sa voix prend ce ton mielleux, faussement tendre. « Maman, tu pourrais revenir à la maison? On doit juste réorganiser un peu les choses. » Mais cette fois, je n'étais plus cette femme tremblante, accrochée à son téléphone dans l'attente d'un signe de reconnaissance. Je lui ai répondu, sèchement. « T'es occupé? Alors fais le virement du mois. J'ai affaire. Je suis en train de cuisiner et j'ai pas le temps d'écouter tes plaintes. » Andrew m'avait pourtant fait une promesse, que si je venais vivre chez lui pour l'aider, il me confierait la gestion complète du foyer, que je serais, je cite, « la vraie maîtresse de maison ». Et au début, il avait tenu parole. Chaque mois, il me versait l'intégralité de son salaire, sans faute. Mais peu à peu, cette promesse s'est effritée, et à sa place sont venues les excuses. J'ai dû inviter un client important. C'est pour garder de bonnes relations avec le patron. Ce mois-ci, c'est un peu serré. Tu comprends, hein? Puis un jour, il a repris sa carte bancaire. Et dès lors, je n'ai reçu qu'un montant dérisoire chaque mois, censé couvrir toutes les dépenses de la maison, y compris les soins de sa propre belle-mère, que j'étais censé assumer sans broncher. Le montant n'a cessé de baisser, de 5 000 $ à 3 000, puis 1 500, et aujourd'hui, même les 500 derniers dollars sont retardés, volontairement. Comme aujourd'hui, où, après 2 messages, je n'ai toujours rien reçu. Sans ces 500 $, je ne peux ni acheter les médicaments de Suzanne, ni nourrir correctement ma petite fille. J'ai donc dû ravaler ma fierté, appeler ma meilleure amie pour lui emprunter quelques centaines de dollars, encore une fois. Et quand je suis rentrée, épuisée, espérant au moins un mot gentil, un regard humain, je les ai trouvés tous les deux, Andrew et Melissa, installés dans le salon, le visage fermé, les bras croisés. Personne ne m'a demandé « Maman, tu es fatiguée? Comment va Ellie? Qu'a dit l'hôpital? » Rien. À la place, je n'ai eu droit qu'à des reproches, des cris. « Maman, t'étais où toute la journée? La maison est en désordre, rien n'est prêt. Tu comptes nous laisser mourir de faim? » Et comme si ça ne suffisait pas, Suzanne, la mère de Melissa, celle que j'ai soignée pendant 10 ans, s'est jointe à la symphonie des reproches. Dès qu'elle m'a entendu rentrer, elle a crié depuis sa chambre, la voix stridente. « Inutile. Où étais-tu encore? Viens tout de suite t'occuper de moi. » J'ai ravagé une bouffée de colère que j'ai ravalée. Je suis entrée dans sa chambre, l'ai aidée à s'asseoir dans son fauteuil roulant, puis je l'ai poussée jusqu'au salon. Son regard a balayé la pièce. Elle a vu la table vide, la cuisine silencieuse, et s'est remise à hurler. « À cette heure, rien n'est prêt? Tu faisais quoi toute la journée? » Andrew travaille dur pour ramener de l'argent. Melissa s'occupe de sa fille. Et toi? Tu vis ici, tu ne fais rien, même pas capable d'assurer le minimum. Je ne comprends pas pourquoi mon gendre te laisse encore vivre dans cette maison. Je suis restée là, silencieuse, comme anesthésiée. Ce genre d'humiliation, ça fait 10 ans que je l'encaisse, sans broncher, sans répondre. Quand je suis venue habiter ici, en tant que mère d'Andrew, la personne qui avait autrefois mis cette maison à son nom, je pensais naïvement. Ce n'est que temporaire. J'aide mes enfants, le temps qu'ils se stabilisent. Melissa venait d'accoucher d'Ellie. Je m'occupais du bébé. Je préparais les repas. Je veillais sur la vieille dame alitée. Je faisais tout, dans l'ombre, en me disant que ça ne durerait pas. Mais je me suis retrouvée piégée par ma propre gentillesse. À force de donner, j'étais devenue invisible. Melissa ne m'a jamais considérée autrement que comme une femme de ménage inutile, bonne à tout faire gratuitement. Et Andrew, lui, se contentait de quelques mots doux pour calmer les tensions,
puis s'éclipsait, me laissant seule face à tout le poids du quotidien. Il fut un temps où je posais la tête sur l'épaule de mon fils en murmurant « Maman a tout enduré, tu ne le vois pas ?» Et Andrew, inlassablement, me répétait toujours la même chose. « Maman, comprends ma belle-mère, elle est malade, c'est pour ça qu'elle est si irritable. Fais un effort pour moi. » Alors j'ai fait un effort, pour lui. J'ai tout supporté. J'ai abandonné le petit centre d'éducation pour adultes où j'adorais enseigner. J'ai ravalé ma fierté, retenu mes larmes jour après jour. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Andrew est rentré un peu plus tard ce soir-là. Pendant le dîner, la maison était silencieuse. Chacun mangeait sans un mot. Et moi, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai rassemblé tout le courage qu'il me restait et, d'une voix douce mais le cœur lourd, j'ai demandé « Mon fils, je suis désolée de déranger, mais pourrais-tu faire le virement de ce mois? Je n'ai plus rien. Demain, je dois faire les courses, acheter les médicaments de la vieille dame. » Le mot « désolé » m'est venu instinctivement, comme si demander de l'aide à mon propre fils était une faute, une honte. Andrew a posé ses baguettes. Il s'est adossé à sa chaise, croisé les bras, et il a éclaté de rire. Un rire sec, glacial, méprisant. Franchement, maman, t'as la belle vie. Tu manges, tu dors, tu fous rien. Et chaque début de mois, tu tends la main. Tu crois que je fais quoi, moi, dehors? Je me tue au boulot pour que tu puisses vivre tranquille? Chaque mot était un coup de lame, tranchant, insensible. J'ai reposé ma cuillère, la main tremblante, pas de douleur, mais d'une colère retenue depuis bien trop longtemps. Ce n'était pas la première fois qu'il me parlait ainsi. Mais cette fois, je ne ressentais plus la même peine, seulement du vide, un vide glacial, profond, comme si j'avais déjà pleuré toutes mes larmes, comme si toute espérance s'était envolée et qu'il ne restait plus de moi qu'une ombre silencieuse, errant dans une maison qui n'était plus la mienne. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et dans son regard, pas la moindre trace de tendresse, pas une étincelle d'amour filial, juste de l'agacement. Je n'étais plus qu'un poids, une charge encombrante, une femme sans salaire qu'il ne pouvait pas encore mettre dehors, parce que ce n'était pas le bon moment. « Tu crois que c'est une vie facile de rester à la maison ?» Ma voix tremblait, à peine un souffle. « Tu crois que laver le sol, faire la vaisselle, porter la mère de ta femme aux toilettes, veiller Ellie en pleine nuit quand elle a de la fièvre, c'est une partie de plaisir? Tu crois que je te demande de l'argent pour m'acheter des bijoux? Ou des sacs à main de luxe? Non, je te supplie, pour pouvoir acheter des médicaments, pour un enfant dont tu es le père. » Andrew a plissé les yeux, ricané. Puis, d'un geste brutal, il a renversé son assiette, faisant voler les couverts dans un fracas métallique. « J'en peux plus, arrête avec tes discours moralisateurs. Demain, je fais le virement, ok? Mais par pitié, ne me torture plus avec cette voix misérable. » Il s'est levé d'un bond, marché à grands pas jusqu'à sa chambre et claqué la porte comme si ma simple présence souillait l'air qu'il respirait. Je suis restée là, figée. Devant la table, le repas froid, devant cette chaise vide, dans cette maison qui autrefois était la mienne et dans laquelle je n'avais plus aucun droit. J'ai levé les yeux vers le mur. Une vieille photo de famille. Moi, jeune, souriante, cheveux noirs et brillants. Andrew, petit garçon en uniforme de maternelle, accroché à mon bras. Il est grand maintenant, marié, réussi, une maison, une vie bien rangée. Et moi qui l'avais porté à bout de bras à travers les tempêtes, je n'étais plus qu'une ombre de trop. Je me suis levée, en silence. J'ai ramassé les couverts, essuyé le riz collé au sol, puis je suis allée dans la chambre de ma petite fille, Ellie, la seule dans cette maison qui m'appelait encore « mamie » avec un cœur sincère. Elle dormait profondément, blottie contre un vieux nounours. Je me suis penchée, lui ai caressé les cheveux et j'ai chuchoté « Pardon, Ellie, mamie te le promet. Tu ne grandiras pas en voyant mamie être traitée comme ça. Ça s'arrêtera. » Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. Comme toujours. J'ai toujours été la première debout pour préparer la journée de tout le monde. Mais ce matin-là, je ne suis pas descendue à la cuisine. Je n'ai pas préparé le thé pour Suzanne. Je n'ai pas fait cuire la bouillie d'Ellie. Je n'ai pas lavé le linge de Mélissa. Je n'ai pas mis le café à chauffer pour Andrew. Je suis restée assise sur le bord du lit, le téléphone tremblant dans mes mains,
et j'ai relu les anciens messages que j'avais envoyés à mon fils, cet enfant que j'avais bercé avec mes propres bras. Des messages courts, toujours polis, toujours retenus. Mon fils, j'aurais besoin d'un peu d'argent ce mois-ci. Désolé si je dérange. Je n'ai plus assez pour les médicaments de Madame Susan. Les rares réponses que je recevais en retour étaient froides, brèves, agressives, comme si j'étais une étrangère encombrante, pas une mère. J'ai ouvert l'application bancaire. Solde du compte, 0,0 $. Pas de virement, pas d'excuse, pas même un mot, rien. Rien qui prouve que je compte encore dans la vie de ce fils que j'avais autrefois porté sur mes épaules. J'ai inspiré profondément. Je me suis levée, sans larmes, sans hésitation. Je me suis dirigée vers la vieille armoire, et j'ai sorti ma petite valise, la seule chose que j'avais gardée pour moi depuis le jour où j'avais stupidement mis cette maison au nom d'Andrew. J'ai plié quelques vêtements usés, je les ai rangés dedans, j'y ai ajouté quelques papiers personnels, un vieux carnet, et le nounours qu'Ellie serrait contre elle chaque nuit. Pas pour fuir, mais pour me souvenir. J'avais été aimée, par au moins une âme dans cette maison. Je suis allée jusqu'à la table, et j'ai déposé un petit mot, écrit à l'encre bleue. Chaque mot, une entaille dans ma chair. Je suis partie. À partir d'aujourd'hui, débrouillez-vous avec la vie que vous trouvez trop difficile à vivre à cause de cette vieille femme inutile sous votre toit. Je ne suis pas une servante. Je ne suis pas une infirmière. Je ne suis pas une ombre silencieuse derrière vos dos. Je suis la mère d'Andrew. Je suis la grand-mère d'Ellie. Et je mérite de vivre comme un être humain. Margaret. J'ai fermé la valise. Je suis sortie de cette maison. Ma maison. Celle qui avait autrefois porté mon nom. Personne n'est venu me dire au revoir. Personne ne m'a demandé « Maman, où vas-tu ? Tu vas bien ?» Et bizarrement, je me suis sentie libre, comme si chaque chaîne invisible qui m'étouffait depuis tant d'années venait enfin de se briser. Je suis allée frapper à la porte d'une vieille amie, Ruth, celle qui, autrefois, avait serré ma main dans les années les plus dures de ma jeunesse, celle qui m'avait dit un jour « Si un jour tu ne sais plus où aller, viens chez moi, sans prévenir, il y aura toujours une place. » Je me suis tenue là, devant sa porte, les yeux rouges, une petite valise à la main, tout ce qui me restait après une vie de sacrifice. La porte s'est ouverte. Ruth ne m'a rien demandé. Elle m'a juste prise dans ses bras, longtemps, en silence. Je n'avais plus rien, pas de maison, pas d'argent, pas de mari, pas même un enfant à mes côtés. Mais j'avais encore un cœur battant, brisé, oui, mais pas abattu. Ce jour-là, dans un petit café de quartier, j'ai utilisé le téléphone de Ruth pour retrouver mes anciens dossiers, mon CV de professeur, un vieux certificat de comptabilité que j'avais laissé inachevé autrefois. Je me suis inscrite à une nouvelle formation, comptabilité appliquée pour les personnes âgées. J'ai recommencé, à zéro. J'ai vendu quelques produits en ligne, préparé des gâteaux le week-end, donné des cours du soir à des enfants immigrés. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon nom seul. Personne d'autre n'avait accès. Personne ne pouvait y mettre la main. Personne n'avait le droit de m'y faire sentir inférieure. Je m'étais donnée tout entière. Et en retour, je n'étais devenue qu'une ombre. Mais aujourd'hui, je redevenais moi-même. Et même si je devais repartir de rien, je préférais chaque pas fait avec mes propres jambes, plutôt qu'un seul jour de plus à vivre grâce à l'argent d'un fils qui ne me voyait plus comme sa mère. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'Andrew. « Maman, t'es où ? Maman Suzanne est malade. La maison est dans un état lamentable. Je suis désolée. Reviens. Je te jure, cette fois, je te laisse gérer tout l'argent. Vraiment ?» Je suis restée là, à fixer l'écran clignotant du téléphone. Je me suis souvenue. Des nuits sans sommeil à changer les couches. Des matins sans petit déjeuner pour qu'Ellie ait de quoi manger. Des messages envoyés en tremblant pour demander quelques centaines de dollars, comme une mendiante. Alors j'ai refusé l'appel, calmement, sans la moindre hésitation. Et j'ai écrit une seule phrase. « Maman est occupée. Je cuisine, gère ta maison et ta belle-mère. Maman travaille aussi maintenant, comme toi. À la différence que moi, je n'ai jamais fui mes responsabilités. » L'argent. Ce mot qu'Andrew prononçait à chaque fois avec ce ton, comme si j'étais un poids,
une dette qu'il traînait depuis trop longtemps. Et pourtant, n'ai-je pas eu une carrière? N'ai-je pas été professeur dans un collège communautaire? N'ai-je pas vécu de façon indépendante, payé mes soins moi-même sans jamais rien demander à personne? C'est Andrew lui-même qui m'a supplié d'arrêter de travailler. C'est lui qui m'a demandé d'emménager chez lui pour s'occuper de sa belle-mère paralysée, pour garder Ellie, tenir la maison en ordre. Et après tous ces sacrifices, je suis devenue, à leurs yeux, une femme de ménage inutile qui vit à leur crochet. Je me souviens encore de ces repas de famille. Comme si les mots d'Andrew ne suffisaient pas, Melissa s'y mettait aussi, à voix haute, devant tout le monde. Vous savez quoi? Andrew travaille toute la journée, il est épuisé. Et en rentrant, il doit encore écouter sa mère lui parler d'argent. Mais vous croyez quoi? Que votre fils est millionnaire? Apprenez à dépenser moins, tout simplement. J'ai pris sur moi. Je me suis forcée à rester calme. J'ai répondu d'une voix rauque, étranglée par la colère contenue. Je fais déjà de mon mieux pour économiser, mais 1500 $ par mois, c'est insuffisant pour faire vivre 4 personnes, et en plus acheter les médicaments de Madame Suzanne. Andrew a violemment frappé son assiette contre la table. Ses mots ont claqué dans l'air, tranchant. Pas assez. Tu veux encore plus? Tu n'as pas honte? C'est ça la vérité. Tu es avide. Ces paroles ont été la dernière goutte d'eau, le coup de trop. Je me suis levée d'un bond et j'ai retourné mon assiette sur la table dans un geste net qui a figé toute la pièce. Ça suffit! Je me suis tournée vers Andrew. Ma voix était claire, posée, sans tremblement, sans peur. Tu parles comme si je te réclamais des millions. Je demande juste de quoi acheter les médicaments pour ta belle-mère, pas pour la mienne, pour la tienne. Et si je ne t'envoie pas de message, est-ce que tu penses à faire un virement? Est-ce que tu te souviens que j'ai travaillé, que j'étais autonome? C'est toi qui m'as demandé d'arrêter, de rester à la maison pour aider. Tu crois que je suis heureuse à vivre ainsi? Tu crois que ça me plaît d'être dépendante de toi? Je me suis tournée vers Melissa, et ma voix, cette fois, était aussi tranchante qu'une lame. Tu me reproches sans cesse de dépenser l'argent de ton mari, mais c'est moi qui ai maintenu cette maison debout pendant 6 ans. Dis-moi, une seule fois, as-tu déjà aidé Madame Susan à aller aux toilettes? As-tu déjà lavé ses draps souillés? Lui as-tu donné ses médicaments? As-tu déjà pris soin d'elle, ne serait-ce qu'une seule journée? Enfin, je me suis tournée vers Suzanne, le dos bien droit, le regard fixe, sans cligner des yeux. Vous me traitez sans cesse d'inutile, mais savez-vous combien il faut payer pour une aide à domicile pour une personne paralysée, jour et nuit? Entre 3 000 et 4 000 $ par mois, au minimum. Moi, je fais tout ça pour quelques centaines de dollars, et vous osez encore me mépriser? Vous devriez être reconnaissante, pas cracher sur les mains de celle qui vous permet de rester en vie chaque jour. Une fois ces mots sortis, je suis restée debout, immobile, le souffle court de colère, mais un poids immense venait de glisser hors de ma poitrine, comme si 100 kilos de douleur silencieuse venaient enfin de se détacher de mon corps. Andrew et Melissa étaient figés. Suzanne, livide, ouvrait la bouche sans qu'aucun mot ne sorte. « Maman est devenue folle !» a hurlé Andrew, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et dans mon regard, il n'y avait plus une seule trace de peur. D'une voix calme, ferme et parfaitement lucide, j'ai répondu « Non, Andrew, je ne suis pas folle. Je suis plus lucide aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. À partir de maintenant, je ne te demanderai plus d'argent, je ne gérerai plus cette maison, je ne m'occuperai plus de ta belle-mère. Et pour Ellie, je suis sa grand-mère, pas sa nourrice. Désormais, c'est à vous deux de vous organiser pour vous occuper de votre fille. Moi, je ne ferai plus tout, toute seule. On verra bien si cette maison tient debout sans moi. » Je suis passée devant Andrew, glacée d'effroi. J'ai ignoré les cris aigus de Melissa, qui vociférait depuis la cuisine, et les plaintes de Suzanne, qui hurlait de sa chambre. « Viens ici, tout de suite !» Je suis entrée dans la chambre, j'ai pris Ellie dans mes bras, je l'ai serrée fort contre moi, et je suis retournée dans notre pièce sans me retourner. Je croyais que ma petite fille serait effrayée. Elle avait vu tant de disputes dans cette maison. J'avais peur qu'elle se mette à pleurer à cause de ma colère. Mais non, ses yeux brillaient.
Elle m'a entourée de ses petits bras, m'a serré fort et m'a soufflé à l'oreille. Mamie, aujourd'hui t'étais trop classe. Je me suis arrêtée, figée, mon cœur s'est serré. J'ai ravivé un sanglot et d'une voix à peine audible, j'ai murmuré. Mais si mamie recommence à travailler, elle n'aura plus autant de temps pour jouer avec toi, tu sais. Ellie a chantonné doucement, toute joyeuse. C'est pas grave, mamie. J'ai déjà 5 ans, tu sais. À l'école, j'ai la maîtresse. Et le week-end, je peux jouer toute seule. Toi, tu peux retourner travailler tranquille. Je l'ai serré fort contre moi. Et les larmes sont venues. Chaudes, inarrêtables. Elles ont coulé sur ses joues à elle. Dans toutes les choses que j'avais perdues, abandonnées, sacrifiées, Ellie était la seule lumière, la seule chose belle qu'il me restait. Ce soir-là, j'ai pris une décision, claire, définitive. Je ne remettrai jamais les pieds dans cette cuisine. Je ne lèverai plus un doigt pour cette maison. Je ne changerai plus les couches de Madame Suzanne. Je ne laverai plus les vêtements de Mélissa. Et surtout, je ne demanderai plus un seul centime à Andrew. Je pensais qu'ils tiendraient au moins 3 jours sans moi. Mais j'avais surestimé leur capacité. Ils n'ont même pas tenu une nuit. Il était 22 heures. Je venais d'endormir Ellie quand on a frappé à la porte, nerveusement. C'était Andrew. Et cette fois, dans ses yeux, plus aucune arrogance, juste de la panique, du désarroi, une détresse presque pathétique. Il a tendu une feuille. C'est le chèque de ce mois. Ma belle-mère est tombée dans la salle de bain. Tu pourrais nettoyer, s'il te plaît? Une seule nuit sans moi, et il commençait à réaliser ce que j'avais porté seul pendant 10 ans. S'occuper d'un corps immobile, nourrir à la cuillère, changer des protections, laver, consoler, veiller. Ce n'est pas un simple petit service. Mais tant que je me taisais et assumais tout, il pensait que c'était facile. Mais c'est fini maintenant. J'ai pris le chèque. J'ai regardé. $5,500. Je l'ai rendu, sans même le plier. Je n'accepterai jamais un sou, tant que je suis encore traité de parasite. À partir de maintenant, je travaillerai. Je gagnerai mon propre argent. Et pour ta maison, ta femme, ta belle-mère, tu te débrouilles. Moi, j'ai fini. Andrew a froncé les sourcils, sa voix a durci. Maman, arrête. Sois pas aussi ingrate. Tu veux combien? Allez, tiens, 500 de plus, 6 000 ce mois-ci, juste pour que tu nettoies cette fois, ok? Il a tendu un autre chèque. Je l'ai repoussé, d'un geste calme, sans ciller. Pas parce que je n'avais pas besoin d'argent, mais parce que je ne voulais plus jamais vivre de cette façon. Furieux, il a jeté le chèque sur la table. Ah, c'est bon là. Si tu continues comme ça, tu peux faire une croix sur tout. Tu n'auras plus rien de moi. Je me suis levée, je suis allée à la porte, je l'ai ouverte, et j'ai tendu le bras en direction de la sortie. Très bien, sors. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Et ce qui t'attend là-dedans? Tu t'en occupes? Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Andrew marmonnait des insultes à voix basse, le visage rouge de colère. Mais finalement, il a baissé les yeux et a tourné les talons. Je suis restée là, debout, à regarder la porte se refermer derrière lui. Derrière moi, Ellie dormait toujours profondément, le souffle calme, régulier, comme si aucune tempête n'avait jamais soufflé dans cette maison. Mais ce n'était pas encore le pire. Le plus dur allait venir, pour eux. Le lendemain matin, comme d'habitude, je me suis levée tôt. La maison était silencieuse. Andrew était déjà parti. À peine avais-je ouvert la porte de ma chambre que la voix stridente de Suzanne, la mère de Mélissa, a résonné depuis la pièce d'à côté. « Elle dort encore? Il était temps que tu sortes de ton trou. Tu veux que je meure de faim, c'est ça? Va me faire mon petit déjeuner. » Je suis restée immobile quelques secondes. Puis j'ai souri. Un sourire froid, sans l'habituelle soumission dans ma voix. « Madame Suzanne, vous croyez toujours que je suis la bonne obéissante de cette maison? Hier, j'ai dit à Andrew ce qu'il en était. Je suis fatiguée, je ne vous soigne plus, je n'accepte plus l'argent de mon fils, et je refuse d'être méprisée dans une maison qui, autrefois, portait mon nom. » Le regard de Suzanne s'est figé. Elle savait mieux que quiconque que Andrew n'était pas capable de s'occuper de quelqu'un. Même pas une journée. Quand elle a compris que je ne reviendrais pas en arrière, son ton a changé du tout au tout. Elle a tenté un sourire, maladroit, presque faux. « Allons, Margaret, ne sois pas fâchée. Mon gendre n'a pas toujours raison. Ce soir, je lui parlerai. Une maison, c'est fait pour se soutenir. Chacun doit faire sa part, non?
Lui travaille dehors, toi tu gères l'intérieur. C'est équilibré, tu ne crois pas? Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai simplement regardée. Cette femme qui avait mangé tous les repas que je préparais, avalé chaque cuillerée de médicaments que je lui donnais, et qui jamais n'avait prononcé les mots merci. Et maintenant, face à la peur de perdre son confort, elle essayait de jouer la carte de la conciliation. Je ne ressentais plus de colère, juste de la lassitude et une forme de pitié. Je suis allée dans la cuisine, mais cette fois, j'ai seulement préparé le petit déjeuner pour Ellie et moi. Susan, assise à quelques mètres, me lançait un regard enflammé. Ses yeux me brûlaient presque la nuque. Son ventre gargouillait si fort qu'on l'entendait depuis le salon. Moi, je coupais calmement les fruits pour ma petite fille. Tranquille. Susan a recommencé à crier. « Espèce de femme sans cœur, tu veux vraiment me laisser crever de faim ?» Je ne me suis pas retournée. Ma voix est restée posée. Chaque mot posé comme un couperet. Je l'ai dit à votre fils hier soir. Je ne m'occuperai plus de vous. Alors si quelqu'un vous laisse mourir de faim aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Andrew. Après le petit déjeuner, j'ai pris Ellie par la main et nous sommes sortis. Mais cette fois, ce n'était pas simplement pour une promenade. J'avais une destination, un but. Je voulais que mon fils, celui qui osait dire « Maman ne fait rien à part vivre à nos crochets », découvre ce que ça fait quand celle qu'il méprisait n'est plus là pour tout porter à sa place. Nous sommes allés directement au bureau où Andrew travaille. Le vigile me connaissait. Il ne m'a pas arrêté. Je suis entrée dans l'open space. Ellie marchait à côté de moi, sa petite main serrant la mienne très fort. Andrew a levé la tête. Et à la seconde où il m'a vue, ses traits se sont assombris. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Ce fils pour qui j'avais veillé des nuits entières, pour qui j'avais abandonné ma carrière, ma liberté, que j'avais élevé avec patience, amour et silence. Hier soir, je t'ai tout dit, très clairement. Je n'élèverai plus ta belle-mère, je ne te demanderai plus un centime, et je refuse de continuer à vivre comme une ombre dans une maison où je ne suis plus la bienvenue. Tu ne m'as pas entendu, Andrew? Des chuchotements se sont levés autour. Les collègues écoutaient. Andrew a baissé la voix, furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas que je travaille ?» Je me suis autorisé un sourire fin. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot portait loin. « Et toi? Tu es le seul à avoir le droit d'être occupé? Moi aussi, j'ai un emploi du temps. Je suis ici pour chercher du travail, parce qu'à partir de maintenant, je vais vivre de mon propre travail comme je l'ai fait pendant 30 ans, avant que tu n'oses dire que je vis à tes crochets. » Et j'ai ajouté, calmement, « Et puisqu'on parle d'égalité, aujourd'hui, c'est ton tour de t'occuper d'Ellie. » À ce moment-là, Ellie a lâché ma main, a couru vers Andrew et a dit en riant « Papa, aujourd'hui c'est toi qui t'occupes de moi, d'accord? Mamie a du travail. » Le visage d'Andrew est devenu cramoisi de gêne. Il a chuchoté entre ses dents le ton acide. « Mais t'es folle ou quoi? Tu veux que je garde la petite toute la journée au bureau? » Je me suis baissée vers Ellie, lui ai caressé les cheveux et j'ai murmuré doucement « Mamie part travailler, mon cœur. Aujourd'hui, c'est papa qui veille sur toi. » Puis je me suis redressée et j'ai tourné les talons, sans répondre, sans me retourner, sans écouter les appels paniqués d'Andrew, sans prêter attention à sa main tendue, trop tard. Cette fois-ci, je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas attendu d'explication. Je n'ai demandé l'autorisation de personne, parce que je n'étais plus cette mère qui supporte tout en silence. En sortant du bureau d'Andrew, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retournée. J'ai simplement levé la main pour appeler un taxi. Et je me suis fait déposer devant une agence de placement spécialisée dans les services d'aide ménagère pour les familles de la classe moyenne. Moi, qui avais enseigné, rédigé des manuels, parlé devant des amphithéâtres pleins d'étudiants, il ne me restait plus que mes mains capables de nettoyer, plus de diplôme à jour, aucune compétence de bureau moderne. Et un âge où plus personne ne pense à vous embaucher. Mais je le savais. Les portes des bureaux s'étaient refermées depuis longtemps. Alors je ne suis pas allée frapper aux endroits qui n'étaient plus pour moi. J'ai choisi ce que je savais encore bien faire, après tant d'années. Faire le ménage, soigner, ranger, prendre soin. Ces gestes, ceux-là même que mon fils avait traités de sans valeur, devenaient enfin des compétences recherchées. Je me suis assise dans la salle d'entretien,
le cœur espérant simplement une chance d'essai, et pourtant, j'ai passé 2 entretiens complets avec 2 familles différentes. La recruteuse m'a regardée avec un mélange d'étonnement et de respect. Peu de gens conservent autant de rigueur et de conscience professionnelle à votre âge. Nous vous recontactons dès qu'une famille convenable se présente. Quand je suis sortie de cet immeuble, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de l'espoir, pas un grand bouleversement, mais une chaleur discrète, parce que, pour la première fois depuis des années, je savais que chaque centime que j'allais bientôt gagner ne viendrait pas avec des cris, ni avec du mépris, ni comme une aumône. Non, ce serait un vrai salaire, pour un travail utile, respecté, digne. J'ai serré mon sac contre moi, et en silence, j'ai pensé « puisqu'il faut faire le ménage, alors autant le faire pour des gens qui apprécient la propreté. » Mais au moment même où je sentais mon cœur s'ouvrir à un nouveau départ, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Ellie. J'ai décroché, et une voix en larmes, suffocante, a tout de suite éclaté dans l'écouteur, et mon cœur s'est glacé. « Mamie, papa s'est fait gronder par son patron, et il m'a mise dehors du bureau. Je ne connais personne ici. J'ai trop peur, mamie. » Je suis restée figée, silencieuse. Un bourdonnement a envahi mes oreilles, et mes jambes ont commencé à trembler. Andrew, mon fils, celui qui m'avait un jour hurlé que j'étais une sangsue, que je ne faisais rien de mes journées, que s'occuper d'un enfant et de sa belle-mère à la maison, ce n'était pas un vrai travail. Et maintenant? Il avait suffi d'un moment d'inconfort, d'un simple reproche de son supérieur pour qu'il abandonne sa propre fille dans un lieu inconnu, comme on laisse un sac encombrant dans un coin. Je n'ai plus réfléchi. J'ai couru. Je n'ai pas attendu un taxi. Je me suis précipitée vers le tramway le plus proche. J'ai demandé mon chemin à des inconnus, les mains tremblantes d'angoisse, le cœur battant comme jamais. Jamais je n'avais ressenti une telle colère mêlée de désespoir envers mon propre fils. Et puis je l'ai vue, Ellie. Elle était saine et sauve, mais son petit corps tremblait de peur et ses joues étaient trempées de larmes. Un poids s'est soulevé de ma poitrine. J'ai voulu la prendre dans mes bras, la consoler, lui dire que tout allait bien maintenant. Mais je me suis arrêtée. Non, pas tout de suite. Je ne voulais pas qu'elle croie que, comme toujours, quand les adultes blessent, mamie répare. Quand le père manque, mamie couvre. Je me suis agenouillée, posé une main douce sur son épaule et lui ai dit, calmement, « C'est fini maintenant. Mamie est là. On rentre à la maison, d'accord? Mais je te promets une chose. Plus jamais personne ne t'abandonnera comme ça. Mamie te le jure. » Elle a hoché la tête. Ses larmes coulaient encore, mais son regard était déjà moins effrayé. Je lui ai serré la main. Je me suis levée. Et à cet instant, malgré la douleur, j'ai vu plus clair que jamais. On ne comprend la valeur de sa dignité que lorsqu'on cesse de la laisser être piétinée. Et aujourd'hui, je n'étais plus une ombre. Je n'étais plus cette mère silencieuse. Je m'étais relevée. Si je cédais maintenant, Andrew prendrait ça comme une manœuvre gagnée, une manipulation émotionnelle efficace qu'il pourrait réutiliser encore et encore, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, non. Une pensée s'est imposée à moi, limpide, froide, résolue. J'ai sorti mon téléphone, composé un numéro. « Bonjour, officier. Je souhaite signaler un cas d'abandon d'enfant. Merci de venir immédiatement. » Ma voix était calme, mais en moi, mon cœur battait avec une violence que je n'avais jamais ressentie. Moins de 10 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée. Une agente s'est approchée, s'est penchée doucement vers Ellie, lui a caressé les cheveux et murmuré « Ça va aller, ma puce. Je suis là maintenant. Tu n'es plus seule. » Je regardais la scène, avec une boule dans la gorge, parce qu'en face de moi, il y avait ma petite fille, et c'était ma propre main qui l'avait un jour confiée à un homme que j'avais élevé avec tout mon amour. Et cet homme-là, aujourd'hui, avait abandonné sa fille, comme un objet inutile qu'on oublie dans un couloir. Quelques minutes plus tard, la police s'est rendue dans les bureaux d'Andrew. Il ne se doutait de rien. Quand l'agent est entré, Andrew s'est levé d'un bond, le visage blême, sans une goutte de sang. « Ce n'est qu'un malentendu. Je n'ai jamais abandonné ma fille. Elle était agitée. Je voulais juste qu'elle aille prendre l'air un peu dehors. » L'agent de police le regarda droit dans les yeux,
le ton neutre, froid, mais sans équivoque. Vous avez laissé une fillette de 5 ans, seule, sans surveillance, et s'il lui était arrivé quelque chose, qui en aurait assumé la responsabilité? Je m'approchais, calme, mais résolu. Je n'avais pas besoin de crier. La vérité allait parler pour moi. Andrew, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu être aussi cruel? C'est ta fille, ma petite fille, et tu l'as abandonnée à cause d'une remarque de ton patron? Ma voix s'est durcie sans hausser le ton, mais chaque mot claquait dans le silence tendu du bureau. Et moi alors? Moi qui ai tout sacrifié pour toi, ma carrière, ma jeunesse, mon indépendance. Pourquoi? Pour que tu refuses même de me verser 500 $ par mois pour la nourriture, les médicaments, les besoins de ton propre enfant? Un silence de plomb s'est abattu sur l'open space. Tous entendaient, et personne n'osait détourner le regard. J'ai sorti mon téléphone. Tous les messages étaient là, clairs, conservés. Des messages où je suppliais mon propre fils, pour quelques billets, pour acheter des médicaments, pour offrir un paquet de bonbons à sa fille. Je l'ai levé bien haut, l'écran tourné vers tous ses collègues figés. Voilà la vérité. Avant d'emménager chez lui, j'avais un emploi stable, un salaire, une vie digne. C'est lui, Andrew, qui m'a supplié d'arrêter, pour m'occuper de sa belle-mère, paralysée, et de toutes les tâches de la maison. Je l'ai fait, sans salaire, sans reconnaissance. Et aujourd'hui, vous voyez comment il traite sa propre mère. Ma voix s'est brisée un instant, mais je ne me suis pas effondrée. Non, je suis restée droite, parce que je savais qu'aujourd'hui, je devais me tenir debout, ou je ne me relèverais jamais. Un silence lourd, presque insupportable, pesait sur la pièce. Les collègues d'Andrew, hommes, femmes, se sont tournés lentement vers lui, leurs regards choqués, accusateurs, pleins de dégoût. Une femme d'un certain âge, au fond, murmura à sa collègue: « Si ma mère m'avait dit ça, je me serais mise à genoux pour lui demander pardon. » Le visage d'Andrew devint cramoisi. La sueur dégoulinait sur son front. Il s'est avancé vers moi, a tendu la main comme pour me retenir. « Maman, rentrons à la maison, s'il te plaît. Pas ici, pas devant tout le monde. » Mais je me suis dégagée. J'ai reculé d'un pas et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, tu n'as plus le droit de m'appeler maman, pas tant que tu as oublié ce que signifie ce mot, pas tant que tu as piétiné ce lien avec ton silence, ton mépris, ton abandon. » Andrew ouvrit la bouche, prêt à se défendre. Mais à cet instant, Ellie, toujours debout à côté de l'agente de police, cria: « Mamie, je veux rentrer avec toi. » Je m'avançai et lui pris la main. Cette petite main, c'était la confirmation silencieuse mais absolue que je n'avais pas eu tort. Je me retournai, laissant Andrew là, au centre des regards lourds de jugement, dans ce même bureau où il avait autrefois marché la tête haute. Et désormais, la seule chose qu'il lui restait, c'était la honte. Je fis quelques pas en arrière, puis me plaçai derrière l'agente comme pour chercher un dernier refuge. Ma voix tremblait, mais je haussai volontairement le ton pour que toute la pièce m'entende. « Ne me frappez pas, je n'ai rien fait. Je vous en supplie, ne me frappez pas. » C'était faux. Mais chaque mot portait la colère bien réelle d'une mère poussée jusqu'à ses limites. L'agente réagit immédiatement. Elle s'interposa d'un pas ferme, leva la main et déclara d'une voix nette, sans appel: « Monsieur, non seulement vous êtes accusé d'avoir abandonné un enfant, mais vous adoptez maintenant une attitude menaçante envers un membre de votre famille. Nous allons devoir vous escorter au poste pour éclaircir cette affaire. » Andrew resta figé, le visage vidé de toute couleur. Et c'est à cet instant que tout ce qu'il avait construit, son image, sa réputation, s'est écroulé comme un château de cartes. Au commissariat, l'atmosphère était tendue, irrespirable. Il ne fut autorisé à repartir qu'après avoir signé une déclaration officielle. Il s'engageait à ne plus jamais abandonner sa fille, sous aucune circonstance. Sur le chemin du retour, il garda le silence, comme s'il tentait d'avaler sa honte. Mais à peine la porte refermée derrière lui, il explosa comme une bombe qu'on aurait trop longtemps comprimée. « T'es folle ou quoi? Venir dans mon entreprise, me ridiculiser devant tout le monde. Et si je perds mon boulot à cause de toi, tu comptes vivre comment, hein ?» Je le regardais, calme, aussi calme qu'un lac en hiver. Et je lui dis en le fixant droit dans les yeux: « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais bientôt retravailler. » Il éclata d'un rire sec,
moqueur, un rire vide, plein de mépris. Pfff, sérieusement, maman, avec ton CV d'un autre siècle et toutes ces années passées à tourner en rond dans une cuisine, qui voudrait t'embaucher? Tu rêves. Je ne répondais ni par un cri, ni par une larme. Je me contentais de parler posément, mais chaque mot était une aiguille glaciale. J'ai géré ta maison pendant presque 10 ans. J'ai élevé ta fille, soigné ta belle-mère, fait à manger, lavé, rangé, organisé, et je ne me suis jamais plainte. Et pour ça, il y a des familles prêtes à me payer correctement car elles savent reconnaître la valeur d'une personne qui sait vraiment prendre soin des autres. Andrew resta figé, sourcils froncés. Je poursuivis, sans vaciller. Oui, je vais être aide ménagère, mais au moins pour des gens qui me respecteront, qui me paieront sans humiliation. Un salaire de 10 000 $ par mois, soit 6 fois plus que ce que tu daignais me transférer après des messages de supplication. Et tu sais quoi? Je trouve ça parfaitement juste. Il n'eut même pas le temps de répliquer qu'une voix stridente s'éleva de la pièce voisine, celle de Suzanne, sa belle-mère. « Andrew, arrête de te chamailler, bon sang, va me préparer à manger. Je n'ai rien avalé de toute la journée. » Andrew fronça les sourcils, se frotta le front, essayant de contenir sa colère. Puis il se tourna vers moi. « Bon, assez discuté. Va faire à manger. Tout le monde a faim. » Je le regardais, non pas comme un adulte, mais comme un enfant. Un enfant qui n'avait jamais vraiment grandi. Je ne répondis rien. Je me dirigeais simplement vers la cuisine. Le riz était prêt. Je dressai la table, proprement, soigneusement. Mais je ne servis que 2 assiettes, une pour moi et une pour Ellie. Quand Andrew tendit la main pour prendre un bol, je l'arrêtai d'un geste net. « Ce repas est pour moi et pour ma petite fille. Si toi et ta belle-mère voulez manger, préparez-le vous-même. » Il resta la bouche grande ouverte, abasourdi. Moi, je m'assis calmement, servis un verre d'eau à Ellie, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Car au fond, ça aurait toujours dû l'être. Ce n'est que maintenant, à ce moment précis, que j'acceptais enfin de vivre comme une femme qui a des limites. Le visage d'Andrew vira au pourpre, sa voix grinça entre ses dents serrées. « Tu es sérieuse, là? Tu veux vraiment continuer à vivre ici, dans ces conditions? Tu sais très bien que cette maison est à mon nom, alors si tu continues comme ça, ne viens pas pleurer. » Il plissa les yeux, chaque mot pesé comme une menace. « Tu veux jouer au plus fort? Va-t'en. Va voir si tu tiens le coup dehors. Essaie un peu de vivre sans moi. » Je le regardais. Pas de colère, pas même de surprise. Et je me mis à rire. Un rire froid, sec, comme le vent en début d'hiver. Me menacer de me mettre à la porte? Je m'y attendais. Trop facile. Tu penses que j'ai peur, Andrew? Je me levai, bien droite, et je le fixais dans les yeux, ces mêmes yeux que j'avais vus s'ouvrir pour la première fois, lorsqu'il était encore nourrisson. Oui, cette maison est à ton nom, mais si on parle de justice, qui a sacrifié sa vie pour ce foyer? Qui a élevé cet enfant? Qui s'est occupé de ta belle-mère jour et nuit? Qui a abandonné sa retraite, son travail, pour devenir une ombre au service de vous deux? Ma voix s'enrouait un peu, mais je continuais, chaque mot, chaque chiffre, frappé comme un verdict. Sais-tu combien coûte une aide à domicile pour une personne grabataire comme Suzanne? Environ 5 000 $ par mois. Et ça, c'est pour une aide moyenne. Je fis un pas de plus. Ma voix était calme, mais chaque mot tranchait comme une lame. Et moi, alors? Moi, j'ai tout fait. Sans contrat, sans salaire, sans couverture. Combien tu m'as payé, Andrew? Parfois 3 000, parfois rien du tout. Et maintenant, tu veux parler d'argent? Parfait. Alors, assieds-toi, faisons les comptes, et voyons qui est vraiment le débiteur ici. Il resta bouche bée. Ses poings se crispèrent, mais aucun mot ne sortit. Finalement, comme pour fuir l'écho de son propre silence, il tourna les talons et disparut dans la cuisine. Un peu plus tard, une odeur âcre, brûlée, se répandit dans toute la maison. Je ne dis rien. Je continuais simplement à aider Ellie à faire ses devoirs. Ce soir-là, Andrew posa sur la table un plat de spaghettis, ce qu'il osa appeler un vrai dîner. Suzanne, sa belle-mère, à peine la première bouchée avalée, recracha aussitôt dans une serviette. « Mon Dieu, c'est salé à en mourir, c'est immangeable. Vous voulez ma mort ou quoi ?» Ses yeux se posèrent sur l'assiette d'Ellie. Des crevettes au citron bien chaudes,
des légumes vapeur joliment présentés, avec un regard à la fois envieux et résigné. Je ne répondis rien non plus, car ce n'était que le commencement. À partir de ce jour-là, je retirai mes mains de tout ce qui ne me concernait plus. Je ne lavais plus les vêtements d'Andrew, je ne cuisinais plus pour Suzanne, je ne nettoyais plus les chambres, je ne frottais plus les sols, je n'apportais plus les médicaments à l'heure. Je vivais dans cette maison, mais uniquement pour moi et ma petite fille. Chaque jour, je préparais exactement 2 portions, une pour moi, une pour Ellie. Les vêtements propres, 2 tenues, pas plus, suspendues soigneusement à l'arrière de la maison. Pour le reste, qu'il se débrouille. La maison sombra rapidement dans le chaos, cuisine graisseuse, salon en désordre, et une odeur pestilentielle émanant de la chambre de Suzanne. Elle se mit à gémir, à se plaindre, à crier « Je n'en peux plus, vivre comme ça, autant mourir tout de suite !» Et Andrew, il se décomposait un peu plus chaque jour. Des cris, il passa au silence, puis à la lassitude, puis au vide total. Ses yeux se creusaient, ses cheveux n'étaient plus coiffés, ses mots avaient perdu tout tranchant. Et puis, un après-midi, il s'approcha de moi, lentement, comme un homme qui venait de tout perdre. Sa voix était rauque, épuisée. « Maman, je suis désolée, tout est de ma faute. S'il te plaît, accorde-moi une chance de réparer. » Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux-là même qui, autrefois, me regardaient de haut avec fierté et qui, aujourd'hui, n'étaient plus que ceux d'un enfant brisé, puni par la vie elle-même. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas lui qui avait le plus besoin de pardon, c'était moi. Moi, pour l'avoir trop souvent pardonné. Ce matin-là, la maison a explosé. Suzanne avait encore eu un accident, le 3e de la semaine, le lit trempé, les draps nauséabonds, et ses hurlements stridents résonnaient à travers tout l'étage comme une sirène d'alarme. Andrew était en pleine réunion Zoom avec ses associés. Je crois qu'ils parlaient de ce projet de centre commercial qu'il décrivait, il n'y a pas si longtemps, comme l'apogée de sa carrière. Mais il n'existe aucune apogée qui puisse résister à une vieille femme trempée, hurlant depuis le salon. À peine la réunion terminée, Andrew repoussa violemment sa chaise, traversa la pièce à grandes enjambées, le regard paniqué. Son visage trahissait la détresse pure, yeux rougis, front perlé de sueur, et tout son corps voûté, comme plié sous le poids d'une culpabilité trop longtemps repoussée. « Maman, je t'en supplie, je suis désolée, je me suis tellement trompée. » Sa voix tremblait. « Tu as donné toute ta vie pour que cette famille reste unie, et moi je t'ai fait ressentir la honte. J'ai été un idiot. Est-ce que tu pourrais me donner une dernière chance ?» Il clignait des yeux, les mains serrées l'une contre l'autre, comme le petit garçon qu'il était autrefois, celui qui avait brisé un vase et redoutait ma colère. « Je vais te verser de l'argent, maman, promis. 3500 $ par mois? Non, je tirti, ce que tu veux, ce qu'il faudra. » Autrefois, j'aurais peut-être pleuré, je l'aurais pris dans mes bras. Mais aujourd'hui, je me suis contentée de sourire, parce que je n'ai plus besoin de pitié. Il y a quelques jours, une agence m'a appelée. Il cherchait une aide à domicile, à temps plein, pour une vieille dame amputée des 2 jambes. Sa famille m'a prévenue. Elle est difficile, aigre. Elle a déjà renvoyé 5 personnes en 2 mois. J'ai souri. Difficile? Aigre. J'ai vécu avec Suzanne pendant presque 10 ans. Plus rien ne peut m'effrayer. Et le salaire? 100 000 $ par mois, une chambre privée, une couverture santé complète et surtout, le respect. J'ai regardé Andrew. Mon regard n'avait plus rien de tremblant. Il était calme, presque glacial. 4 000? Ai-je répété doucement, la tête légèrement penchée. C'est trop tard. Même si tu me donnais tout ton salaire, ça ne suffirait plus. Il est resté figé. Puis il a balbutié. « Maman, dis-moi ce que tu veux. On pourrait recommencer? Je te jure que je ne referai plus les mêmes erreurs. » Ma voix s'est faite douce, mais inflexible. « Non. » Un seul mot. Network sans appel. « Pourquoi ?» a-t-il crié, désespéré, comme s'il ne pouvait tout simplement pas accepter cette réponse. Je me suis approchée de lui, assez près pour que Suzanne, dans la pièce voisine, entende chaque syllabe, et j'ai dit, très clairement, « Parce que demain matin, je commence un nouveau travail.
aide-soignante résidente pour une dame âgée sans jambes. Je me suis arrêtée 1 seconde. Puis j'ai souri, comme si j'annonçais une bonne nouvelle à une vieille amie. Salaire de départ, 100 000 $. Andrew resta bouche bée, incapable d'y croire. 100 000 $ pour ce genre de travail? Maman, tu t'es fait avoir? Je penchai légèrement la tête, le regard glacé. Non, il paie ce prix parce que cette dame est insupportable. Personne n'a tenu plus de quelques semaines. Mais comparée à ta belle-mère, elle me semblera douce comme une brise de printemps. C'est alors qu'on entendit les roues de son fauteuil crisser sur le parquet. Suzanne, celle qui me traitait comme une domestique, qui m'ordonnait chaque repas, chaque vêtement, me fixa, paniquée. « Tu vas vraiment partir, et moi, qui va s'occuper de moi ?» Je me retournai vers elle. Ma voix était douce, mais chaque mot était une aiguille. « Eh bien, tu pourrais demander à ton gendre adoré. Sinon, commence à mettre de côté, parce qu'un bon soignant, ça coûte au moins 10 000 $ par mois. » Je me baissai pour rassembler mes affaires. Tout était prêt depuis plusieurs jours, rangé en silence. Chaque objet que je pliais, c'était un morceau de passé que je libérais. Je ne ressentais ni haine, ni rancune. Seulement un profond soulagement. Car pour la première fois depuis des années, je quittais cette maison non pas comme une ombre, mais comme une femme entière. Je regardais Andrew, je ne voyais plus un fils, je voyais l'homme qu'il était devenu et que j'avais trop longtemps protégé de ses propres choix. Réfléchis bien, Andrew. Avec un salaire de 7 000 $ par mois, une aide à temps plein pour ta belle-mère te laissera quoi? À moins que tu ne préfères lui donner toi-même ses bains, changer ses couches, la laver chaque jour. Son visage devint écarlate, ses lèvres tremblaient de rage. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Si tu veux vivre comme ça, alors fais tes valises et sors de Emma Maison, ou bien reste ici, mais tu paieras un loyer comme une étrangère. Je me mis à rire, un petit rire, pas moqueur, pas amer, juste froid, tranchant comme le vent du nord. Tu crois encore pouvoir me faire peur? Calmement, sans trembler, j'ouvris mon téléphone, et d'un simple geste, j'envoyai le message audio à Lucie, celle qui, il y a quelques jours, m'avait supplié de venir m'occuper de sa mère. « Bonjour, Madame Lucie. Je confirme que j'accepte le poste de soignante à temps plein. Je peux emménager chez vous dès demain matin. » Moins d'1 minute plus tard, sa voix vibrante d'émotion résonna dans le téléphone. « Oh, Madame Margaret, merci du fond du cœur. Personne n'avait accepté de vivre sur place. Vous êtes une bénédiction pour ma famille. Et pour honorer votre dévouement, nous souhaitons augmenter votre salaire de 500 $ par mois. » Je raccrochai calmement, puis me retournai. Et là, je croisai leurs regards, celui d'Andrew, pétrifié, et celui de Suzanne, ma belle-mère d'autrefois, figée par la stupeur. Je leur adressai un sourire tranquille, mais tranchant comme une lame affûtée. Il y a encore des gens qui savent reconnaître la valeur du travail. Il y a encore des lieux où l'on rémunère dignement l'effort d'une femme que son propre fils a méprisé pendant des années. Je tournai alors mon regard vers Suzanne, celle qui m'avait humiliée par des mots acides et un mépris constant. Vous devriez presque vous en féliciter, Suzanne. C'est grâce à vous que j'ai appris à tenir debout, quelles que soient les tempêtes. C'est en étant invisible dans cette maison que j'ai découvert à quel point j'étais forte. Suzanne pâlit, puis se tourna vers Andrew en hurlant. « Andrew, appelle une agence de service à domicile. Tu ne vas pas me dire que personne n'est prêt à travailler pour nous ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement détournée, sans un regard en arrière. Parce que, franchement, qui voudrait rester dans une maison où l'on ne fait que prendre, sans jamais donner? Je bouclai mes valises méthodiquement, sans oublier de glisser quelques biscuits et un pull chaud pour Ellie, ma petite fille, la seule encore capable d'écouter, la seule à toujours me regarder comme un être humain. Nous avons franchi la porte de cette maison, autrefois appelée notre foyer. Mais à mes yeux, elle n'était plus qu'un lieu de cris, de soupirs et de mépris. Derrière moi, j'entendis Suzanne hurler, puis Andrew, essayant de la faire taire. Je savais ce qu'il pensait faire. Il allait encore tenter de manipuler Ellie, comme il l'avait toujours fait. Mais après avoir été interrogé par la police pour abandon d'enfant, il avait enfin compris. Je ne suis plus la mère soumise d'autrefois. Et cette fois, en partant, je partais pour ne plus jamais revenir. Quand j'ai rencontré ma nouvelle employeuse,
Je n'ai rien dramatisé. Je lui ai simplement expliqué que j'étais une femme d'un certain âge qui venait de sortir d'une vie de mépris et d'exploitation. Je n'ai pas gémi, je n'ai pas détaillé. J'ai juste dit que je cherchais un endroit stable où recommencer, avec le minimum de respect qu'on doit à tout être humain. Étrangement, je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Un seul regard de cette femme, et j'ai compris. Elle aussi avait été brisée autrefois. Alors, elle m'a souri, d'un sourire sincère et paisible. Ne vous inquiétez pas. Ici, personne ne vous traitera avec mépris. J'ai commencé mon nouveau travail, un poste de soignante à domicile pour une vieille dame en fauteuil roulant. Le salaire me permettait de vivre, et même d'économiser un peu pour l'avenir. Mais au-delà de l'argent, c'était surtout la paix. Plus de cris, plus de regards glacés, plus de repas réservés à ceux qu'on jugeait dignes de s'asseoir à table. Pour la première fois depuis des années, je vivais dans une chambre avec une fenêtre donnant sur un jardin. Un vrai, avec des fleurs, de l'air frais, et cette lumière du matin qui entre doucement, sans qu'elle soit suivie d'un cri ou d'un ordre aboyé. Je soignais moi-même les petites plates-bandes devant le porche, je cuisinais des repas simples mais savoureux, et je passais mes soirées à lire ou à contempler le coucher du soleil en silence. Ellie, ma petite fille, ne vivait pas avec moi. Mais chaque week-end, je prenais le bus pour aller la voir. On marchait dans le parc, on partageait une glace à la fraise et on se racontait tout ce qui s'était passé pendant la semaine. Elle n'avait pas changé, toujours douce, lumineuse, sincère. Elle était, et reste, ma plus grande raison de ne jamais flancher. Je n'étais pas riche, je n'étais plus jeune, mais j'avais retrouvé ma liberté, ma gratitude et, surtout, moi-même. Et ainsi, j'ai continué à vivre, non pas comme une ombre errant dans la maison de mon fils, mais comme une femme à part entière, avec une vraie vie et un cœur en paix. Pendant que je reconstruisais doucement ma tranquillité, dans un petit monde calme, rangé, et où personne ne soupirait chaque fois que je respirais, la maison d'avant, celle où l'on m'avait ignorée et méprisée pendant tant d'années, tombait lentement dans le chaos. Une voisine bienveillante, Madame Liliane, me donnait régulièrement des nouvelles. Elle ne faisait jamais de grands discours, juste un soupir, puis quelques mots glissés entre deux confidences. Suzanne est toujours égale à elle-même, Margaret. Et Andrew, on dirait qu'il est prisonnier de sa propre maison. La 3e aide ménagère de ce mois-ci ne va sûrement pas tarder à faire ses valises. Je souriais doucement. Je savais. Quand Andrew, épuisé, a engagé une aide à domicile pour s'occuper de Suzanne avec un salaire misérable, j'ai su dès le début que ça ne tiendrait pas. Suzanne n'était pas quelqu'un de facile à vivre, et ce n'est pas une critique gratuite. C'est un fait que j'ai porté pendant près de 10 ans. La première employée est partie au bout de 3 semaines. La seconde, plus expérimentée, s'était dit sans doute qu'elle avait déjà vu pire. Mais après une engueulade mémorable parce qu'elle avait trop bien nettoyé le sol, à tel point que la lumière du soleil se reflétait et gênait Suzanne, elle a, elle aussi, jeté l'éponge. « Cela fait 20 ans que je fais ce métier », a-t-elle confié à ma voisine en tirant sa valise. « Mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi immobile, et pourtant capable de vous faire perdre l'envie de vivre. » Quant à Andrew, il s'effondrait. Son entreprise était en pleine expansion. Le travail s'accumulait, et chaque soir, il rentrait chez lui pour être interrogé et critiqué point par sa propre mère. Quand la 2e aide a quitté la maison, on m'a dit qu'Andrew s'était mis dans une rage noire, pour la première fois, contre Suzanne. « Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas traité Margaret comme une moins que rien, tu ne serais pas dans cet enfer aujourd'hui. » J'en suis restée muette, pas par joie, pas par revanche, mais parce que, pour la première fois, mon fils avait avoué ce que j'avais espéré entendre pendant tant d'années, que je ne méritais pas d'avoir été traitée comme une simple domestique. Et alors j'ai pensé, il est temps d'y retourner. Pas pour sauver qui que ce soit, ni pour pardonner, juste pour voir à quoi ressemble leur vie sans moi. J'ai enfilé une robe sombre mais sobre, mis un peu de rouge à lèvres. Pas pour paraître belle, mais parce que mon visage, à présent, rayonnait d'une paix retrouvée. Et je suis entrée dans cette maison qui, autrefois, m'avait pesé comme une prison, mais qui, désormais, n'était plus chez moi, et je suis arrivée juste à temps. Suzanne était en train d'aboyer sur la nouvelle aide-soignante, une femme d'une 50aine d'années qui tremblait, un verre d'eau à la main.
Vous avez mis toute la journée pour m'apporter ça? Vous croyez que je vous ai appelé pour plaisanter? Quel bon à rien! Parasite! Je me tenais dans l'embrasure de la porte. Suzanne s'est retournée, surprise. Margaret, tu es venue. Regarde cette bonne femme. Comparée à toi, elle n'eut même pas le temps de finir. La femme posa brusquement le verre sur la table, le visage durci par la colère. Ça suffit. Les voisins m'ont tout raconté. Votre ancienne belle-fille a vécu ici pendant des années, traitée comme une servante. Elle faisait tout, sans un mot. Et vous ne faisiez que la rabaisser. Et maintenant que vous êtes seule, vous commencez à regretter? Trop tard. Puis elle se tourna vers moi, me salua d'un léger signe de tête et fixa Suzanne droit dans les yeux. 2000 € par mois pour se faire insulter comme un chien. Dégrouillez-vous toute seule. Et elle sortit. Je me suis légèrement écartée pour lui laisser le passage. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis tournée vers Suzanne, immobile dans son fauteuil, les yeux vides, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer le moindre mot. Je n'étais ni amère ni rancunière. Je me suis simplement avancée en gardant une distance respectueuse et j'ai parlé d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir. Vous savez, même quelqu'un payé pour ça ne mérite pas d'être traité comme une ordure. Vous pensiez que je supportais tout parce que je n'avais pas le choix? Non, j'ai choisi de partir. Et ce choix, il m'a sauvée. Je me suis retournée, laissant Suzanne seule au milieu de cette maison glaciale, où il n'y avait plus ni mes pas, ni mes mains patientes, ni la chaleur de celle qui, autrefois, la considérait comme sa propre famille. Désormais, c'était à elle de se débrouiller, et moi, je n'étais plus la femme soumise d'autrefois. Je suis simplement entrée pour récupérer les quelques affaires qu'il me restait. Mais à peine avait-elle compris que je m'apprêtais à partir, Suzanne a explosé. Elle s'est mise à hurler, sa voix vrillant l'air comme une lame. « Tu vas abandonner mon fils? Je l'ai toujours su. Tu n'es qu'une bonne à rien, une vieille femme pauvre, sans valeur, prête à tout pour servir des étrangers, mais incapable de s'occuper de sa propre famille. » Je n'ai rien répondu, et ce silence l'a rendue encore plus folle. « Tu n'es qu'une égoïste? Tu préfères t'occuper de vieux inconnus, et tu laisses mon fils se débrouiller avec moi jour après jour? Tu ne mérites pas d'être mère, tu es une profiteuse inutile. Tu crois que tu peux revenir ici, récupérer tes affaires, comme si tu en avais encore le droit ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Allez-y, portez plainte si vous osez. J'ai été votre esclave pendant 10 ans dans cette maison. À vous soigner du matin au soir, sans salaire, sans reconnaissance, sans voix. Vous croyez vraiment que la justice va défendre qui? La femme exploitée ou celle qui a exploité? » Suzanne tremblait de rage. Sa voix devint un grondement sourd. « Tu oses me parler comme ça? »« Oui, j'ose. Et si vous osez encore me salir une seule fois, je ne me tairai plus. Je ne suis plus la gentille idiote d'autrefois. » Pour la première fois, Suzanne ne répondit rien. Elle resta figée, muette. Je suis sortie sur le balcon pour récupérer les 2 derniers objets qu'il me restait. Mais c'est là que j'ai entendu un cri strident derrière moi. Suzanne, dans un accès de folie, avait saisi un grand vase en porcelaine posé sur la table et me l'avait lancé de toutes ses forces. J'ai eu juste le temps de me décaler. Le vase a filé juste au-dessus de mon épaule et est allé s'écraser en contrebas, dans un fracas glaçant. Je me suis précipitée au bord du balcon, le cœur battant à tout rompre. En bas, un homme était étendu, le sang s'étalant sur le carrelage comme une flaque rougeâtre. J'ai senti mes jambes céder. C'était Andrew, mon fils. Il est mort sur le coup. J'ai immédiatement appelé les secours. Pendant ce temps, Suzanne hurlait, hors d'elle, avant de se tourner vers moi pour me rendre responsable. « C'est ta faute. Si tu ne t'étais pas esquivée, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est toi la coupable. » Je l'ai fixée, sans trembler. « Le vase porte vos empreintes, Suzanne. La police saura exactement qui arrêter. » Suzanne fut inculpée pour homicide involontaire, mais en raison de sa paralysie partielle, elle fut simplement assignée à résidence. Quant à Melissa, la femme d'Andrew, elle fit également l'objet d'une enquête, car elle avait volontairement caché les images de la caméra de sécurité du balcon, dans l'intention d'effacer la vérité. Les biens d'Andrew furent partagés entre 3 personnes, moi, Ellie et Suzanne. J'ai cédé la maison à Suzanne, comme un dernier acte de bienveillance. Mais je savais qu'elle ne trouverait plus jamais la paix.
Sa famille maternelle est vite arrivée en meute, attirée par l'odeur de l'héritage, comme des mouches sur les restes d'un repas oublié. Moi, je ne me suis pas retournée. Je n'avais qu'un seul désir, vivre en paix, libre, et élever Ellie pour qu'elle devienne quelqu'un dont je pourrais être fière. Des années plus tard, j'ai appris que Suzanne était morte. Au début, je n'avais pas l'intention d'aller à ses funérailles, mais j'ai appris qu'elle avait laissé une part de son patrimoine à Ellie. Et là, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce qu'au fond d'un cœur aussi dur que le sien, il restait encore une étincelle d'humanité. Leçon à retenir de cette histoire. Parfois, ceux pour qui l'on a tout sacrifié sont les premiers à nier notre valeur. Mais la bonté n'est jamais vaine, tant qu'elle est donnée à ceux qui la méritent. En tant que mère, épouse ou grand-mère, vous n'êtes pas une simple servante. Vous êtes le cœur, la fondation, l'âme même de ce foyer. Souvenez-vous, vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas inutile, et vous méritez le respect, non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Si cette histoire vous a touché, ou vous rappelle un passage de votre propre vie, cliquez sur « S'abonner » à la chaîne She Stories Margaret. Nous partageons des récits que des femmes âgées comme nous ont vécu, enduré, et qu'il est grand temps de raconter, avec dignité. Et si vous avez quelques secondes, laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons chaque mot. C'est votre voix qui nous donne la force de continuer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez entendre d'autres récits, une trahison d'un fils, commenté numéro 1, une fille cruelle envers sa mère, commenté numéro 2, une belle-fille qui me traite comme une étrangère, commenté numéro 3. Un gendre qui tente de voler tout l'héritage, commenté numéro 4. Ceci est une fiction, créée dans le but de transmettre un message de vie fort. Aucun personnage ne fait référence à des personnes réelles.